Salut les bricolos! Aujourd'hui, on commence le solivage. Avant de construire le solivage, il a fallu déterminer le nombre et la taille des pièces de bois, la façon dont j'allais les fixer, avec ou sans sabot en gros, et aussi la taille des vis ou des pointes dont j'allais avoir besoin. Bah oui, avant de construire, il faut passer commande auprès du fournisseur, et pour passer commande, il faut savoir ce dont on a besoin. On va reprendre dans cette vidéo pas à pas les méthodes qui m'ont permis de trouver les réponses à toutes ces questions. Je vais construire un plancher bois avec des plaques OSB. Il est fortement recommandé de poser les joints des plaques sur une solive. De plus, il faut que chaque plaque ou morceau de plaque repose sur au minimum 3 solives. Donc on détermine l'anthrax du solivage en divisant la taille des plaques par au moins 3. Les plaques que j'ai achetées font 2,50 m de long, j'ai donc décidé de diviser cette longueur par 5. Donc mon anthrax sera de 50 cm. Je pourrais donc poser des chutes de plaques de minimum 1 m sur ce solivage pour respecter la règle des 3 solives porteuses. Cool, on a notre anthrax, on va pouvoir en déduire le nombre de solives dont on va avoir besoin. Regardons ce que ça donne sur le plan. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, pour le moment on aménage uniquement cette partie de la maison. On a fait installer 4 poutres, ici, qui reposent là sur un mur de refend, et ici qui sont maçonnées dans le mur. Elles ont aussi une descente de charge sur l'ancienne poutre que vous voyez là. J'avais fait une super vidéo qui expliquait l'installation de ces poutres, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là. On va se focaliser uniquement sur cette partie du plancher pour faire nos calculs. Pour la partie du haut, je vais faire une solution un peu différente, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, on dessine l'emplacement des solives espacées toutes de 50 cm. La première, on va dire qu'on la met à 10 cm du mur, enfin l'anthrax, ça veut dire le milieu de la solive sera à 10 cm du mur, et après, je dessine tous les 50. Donc là, on a dessiné l'emplacement approximatif de nos futures solives. Et on peut compter qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 solives d'un côté, 12 solives de l'autre, soit 24 solives. Maintenant, on va se pencher sur la section de bois de ces solives. Mais pour la connaître, on va avoir besoin de connaître le poids qu'elles vont devoir supporter. Ce poids se décompose en charge permanente et charge d'exploitation. Si vous voulez plus de détails sur ces charges, je vous conseille cette excellente vidéo. Pour les charges d'exploitation, c'est facile. On prend 150 kg par mètre carré, c'est la norme. Pour les charges permanentes, on va devoir calculer le poids au mètre carré de tout ce que le plancher va devoir supporter. C'est-à-dire le plancher lui-même, solives incluses, les cloisons, le plafond, etc. On va commencer par calculer le poids des solives. La portée la plus longue des solives de cette partie de plancher est de 2,75 m. Donc on va arrondir à 3 mètres pour prendre un petit peu de marge dans le calcul. Donc on va estimer qu'on a 24 solives de 3 mètres de long. Et pour avoir leur poids, on va avoir besoin de leur section. Mais on ne la connaît pas puisque c'est ce qu'on cherche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une section arbitraire qui paraît être cohérente et on affinera les calculs à la fin. Donc là par exemple, on va prendre des sections de 50 par 150. Je fais une petite recherche et je trouve que des solives de 50 par 150 en 3 mètres de long pèsent 14,62 kg. On arrondit à 15 kg comme d'habitude pour prendre un petit peu de marge. 24 solives de 15 kg, ça fait 360 kg. Or, le plancher à cet endroit-là fait environ 30 mètres carrés, donc ça fait à peu près 12 kg par mètre carré pour cette partie de plancher. On va maintenant calculer le poids du plancher, enfin de ce que je vais poser sur les solives. Pour le construire, je compte mettre 2 couches d'OSB croisées, plus un parquet au-dessus. Et toutes ces couches vont être séparées par de la toile de jute pour éviter les grincements. En regardant les caractéristiques de tous ces produits, j'ai pu trouver que l'OSB 18 mm pesait 12 kg par mètre carré, la toile de jute 3 kg par mètre carré, et le parquet pèse en général 20 kg par mètre carré. Le plancher pèsera donc le poids des solives, 12 kg par mètre carré, plus 2 fois l'OSB, 24, plus 2 fois la toile de jute, 6, plus le parquet, 20, soit 62 kg par mètre carré. À ça s'ajoutent les cloisons. D'après le plan que j'ai réalisé de l'étage, on voit que toutes ces cloisons vont être portées par le plancher qui se trouve ici. Donc je calcule que cette partie de plancher devra porter environ 40 mètres carrés de cloisons, et si je les construis en fermacelle, ces cloisons pèseront environ 40 kg par mètre carré. Donc ça fait 1600 kg de cloisons portées par ce plancher. Or, on a dit que cette partie de plancher faisait 30 mètres carrés, donc 1600 divisé par 30, ça fait 53 kg par mètre carré. Le plafond, lui, ne sera pas porté par le plancher. Donc on a terminé nos calculs. On aura donc 150 kg par mètre carré de charge d'exploitation, plus 115 kg par mètre carré de charge permanente. En tout, le plancher devra être capable de supporter 265 kg par mètre carré. Maintenant, on va devoir déterminer le poids qui sera supporté par chacune des solives.
Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'anthrax est de 50 cm et on a dit qu'on arrondissait la portée à 3 mètres. Donc pour savoir le poids que chaque solive va porter, ce qu'on fait c'est qu'on prend les 265 kg par mètre carré qu'on vient de calculer, multiplié par 0,5, l'anthrax, multiplié par 3, la portée, ce qui nous donne 265 fois 1,5, soit environ 400 kg. On a toutes les informations qu'il nous faut, il ne nous reste plus qu'à regarder un abac de solivage. J'ai utilisé celui que j'ai trouvé sur le site macharpente.free.fr. En colonne, vous avez les portées et en ligne, vous avez les sections de bois. Pour notre exemple, on a dit qu'on prenait une portée de 3 mètres. Donc, on va regarder cette colonne-là. Et il va falloir trouver la section de bois qui permet de porter au minimum 400 kg. Petite précision, le poids exprimé dans cet abac de solivage est en décanewtons et non en kilogrammes, ce qui est tout à fait normal. Pour l'expliquer, on va devoir faire une petite parenthèse et reprendre les notions de masse et de poids. La masse est la quantité de matière contenue dans un objet. Elle ne varie pas et s'exprime en kilogrammes. Le poids mesure une force qui est exercée sur cet objet. En effet, cet objet est attiré vers le centre de la Terre. Cette force se mesure en newtons et correspond à la masse multipliée par l'intensité de pesanteur. Par abus de langage, on confond masse et poids et on exprime tout en kilogrammes. Je l'ai d'ailleurs moi-même fait dans cette vidéo. L'intensité de pesanteur varie en fonction du lieu où on se trouve sur la planète. Alors pas de panique, vous n'avez pas besoin de connaître l'intensité de pesanteur exacte qui s'exerce là où vous habitez. Elle est en moyenne de 9,81 newtons par kilo sur la planète et varie très peu. Elle est par exemple de 9,75 au sommet de l'Everest et de 9,83 au pôle Nord. On peut donc utiliser une approximation et dire que 1 kg équivaut approximativement à 10 newtons, donc à 1 décanewton. Et oui, je sais, toute cette explication pour vous dire que les 400 kg qu'on a calculés tout à l'heure font 400 décanewtons. Mais soyons précis, le poids, c'est en newtons, pas en kilogrammes. Mais bon, je continuerai à faire des abus de langage comme tout le monde. Bref, on cherche dans le tableau la section de solive qui sera capable de supporter 400 décanewtons avec une portée de 3 mètres. Donc on avait dit que c'était cette colonne. Les poids en décanewtons, c'est le chiffre du bas. Donc je descends et je vois que voilà, c'est ici. C'est celui-là, donc c'est 63 par 172. Mon fournisseur de bois, je sais que eux ils font du 63 par 175. Donc on va choisir cette section de bois. Donc maintenant on vérifie qu'avec des solives de 63 par 175, on est toujours dans les clous. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait décidé arbitrairement de prendre des solives de 50 par 150 pour faire nos calculs. Or, les solives de 50 par 150 sont un peu plus légères que les 63 par 175. Donc on refait tous les calculs et on trouve que nos solives doivent supporter 405 décanewtons. Ce qui est bon puisqu'on a vu dans la bac de solivage qu'elle pouvait supporter jusqu'à 453 décanewtons. Sachant qu'en plus, on est assez large, puisqu'en réalité, les portées de nos solives seront entre 2,50 m et 2,75 m. Donc on est légèrement surdimensionné. Mais vous allez voir tout à l'heure, ça a son intérêt. Pour fixer les solives, j'ai longuement hésité entre différentes solutions. Est-ce que j'allais mettre des muralières? Est-ce que j'allais poser sur tasseau? Est-ce que j'allais utiliser des sabots? Et puis finalement, j'ai décidé que j'allais fixer mes solives côté poutre grâce à des sabots et côté mur en empochant une solive sur 3-4. Et les solives intermédiaires, je vais les faire tenir grâce à des chevêtres, eux-mêmes tenus grâce à des sabots. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chevêtre, c'est quelque chose de cette forme-là. Donc vous avez cette solive qui est fixée ici grâce à un sabot à la poutre. Là, elle est empochée dans le mur. Celle-ci, c'est pareil, empochée dans le mur ici, fixée à la poutre là. Et ici, vous allez avoir donc un sabot qui va tenir cette pièce de bois, qui va supporter ces autres pièces de bois. Du coup, les solives qui sont fixées à la fois à la poutre et dans le mur vont subir des contraintes importantes au niveau du chevêtre. Et donc, il a fallu calculer si elles étaient assez résistantes pour le supporter. Là, c'est beaucoup plus complexe à calculer, car il faut modéliser la résistance de la solive à cet endroit précis. Du coup, j'ai passé un petit coup de fil à mon pote ingénieur structure, et ça passe. Mais on avait bien fait de légèrement surdimensionner nos solives. Donc on disait qu'on allait fixer les solives à la poutre et au chevêtre grâce à des sabots. Et bien maintenant, il faut qu'on détermine la taille de ces sabots, ainsi que celle des vis et ou des clous qu'on va utiliser pour les fixer. Pour les sabots, c'est assez simple. Il faut que leur largeur fasse la même largeur que la solive à 2 mm près. Alors en réalité, c'est assez difficile de respecter ces fameux 2 mm maximum, puisque en général, les solives que vous allez recevoir ne vont jamais faire exactement la même taille. Et en plus, si vous faites comme moi et que vous achetez vos solives et vos sabots au même moment, vous allez tout recevoir en même temps et vous allez avoir calibré la taille de vos sabots sur la taille des solives sur le papier. Or, la taille des solives sur le papier, ça va pas forcément correspondre à ce que vous allez recevoir. Par exemple, moi, j'avais acheté des solives de 63 par 175 et j'ai reçu des solives qui font entre 60 et 62 mm d'épais.
Or, les sabots que j'ai achetés, eux, font 64. Donc, pour certaines solives, je me retrouve avec un écart de 4 mm. Pour la hauteur du sabot, vous pouvez respecter la règle des 2/3. C'est-à-dire que la hauteur de votre sabot doit être au moins égale aux 2/3 de la hauteur de votre solive. Donc nous, dans notre cas, on a une solive qui fait 175 de haut, eh bien il faut qu'on ait un sabot qui fasse au minimum 117. Pour résumer, il nous faut des sabots qui fassent 63 à 65 mm de large sur 117 mm de haut minimum. Donc on regarde parmi les sabots disponibles chez notre fournisseur, et là on en a un qui fait 64 par 118. Donc voilà, c'est celui-là qu'il va falloir qu'on prenne. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à compter le nombre de sabots dont on a besoin, donc ça c'est facile, hein. On regarde toutes les solives qui sont fixées par chevêtre ou sur la poutre, et puis on compte. Alors attention, parce qu'il existe différentes formes de sabots. Vous avez des sabots à aile extérieure qui sont les plus standards, donc moi c'est ce que j'ai acheté majoritairement. Il y a aussi des sabots à aile intérieure, donc moi j'en ai acheté quelques-uns, puisque à certains endroits on peut avoir des contraintes sur le chantier et les ailes extérieures peuvent nous empêcher de placer le sabot. Et puis il y a différentes autres formes. Vous pouvez avoir une extérieure, une intérieure ou inversement, ou alors des sabots coupés en deux. Enfin, vous avez plein de formes différentes qui devraient normalement s'adapter aux contraintes de votre chantier. Quand on fixe des solives grâce à des sabots, le constructeur de sabots va vous indiquer le type de vis ou de clou dont vous avez besoin pour installer ces sabots, donc vous n'avez pas trop de questions à vous poser. Mais pour les plus curieux d'entre vous, on va quand même se poser la question. Lorsque vous installez des vis ou des clous, ils peuvent subir des contraintes d'arrachement et ou de cisaillement. Dans le cas de l'installation des sabots, on va regarder le cisaillement, car sauf cas exceptionnel, ce qui fixe le sabot devra résister à une force orientée vers le bas, perpendiculaire à la vis ou au clou. La résistance au cisaillement est précisée sur les boîtes ou dans la documentation technique du constructeur et s'exprime en général en kN. On va prendre un exemple. Ici, vous voyez, j'ai un tableau qui résume la résistance au cisaillement dans cette colonne. Pour par exemple cette vis qui fait 5 par 50, eh bien elle a une résistance au cisaillement de 2,51 kN. Donc si vous voulez calibrer vous-même ce dont vous avez besoin pour maintenir vos solives en place, il vous suffit de connaître le poids qui va s'exercer sur chacun des points d'appui. Dans notre exemple, on a dit que chaque solive devait porter 400 décanewtons et on peut estimer que cette charge se répartit équitablement. Or, il y a 2 points d'appui aux 2 extrémités de la solive, donc on peut estimer qu'il faut au minimum que chaque point d'appui puisse supporter 200 décanewtons. Alors si vous faites ça, je vous conseille de prendre quand même pas mal de marge. Mettez de quoi porter beaucoup plus que 200 décanewtons. D'ailleurs, vous allez voir qu'en respectant les normes du constructeur pour installer les sabots, on dépasse largement les 200 décanewtons. Lorsqu'on installe des sabots, il faut normalement mettre des clous ou des vis dans tous les trous prévus à cet effet. Cependant, il est aussi possible d'effectuer un clouage partiel en respectant les consignes du constructeur. Pour ce constructeur, le clouage partiel consiste à mettre un clou sur 2 sur les côtés, ici et là, et tous les clous situés sur la rangée la plus proche du flanc. Et on vérifie bien sûr que le clouage partiel permet d'avoir une résistance au cisaillement largement suffisante. Donc dans mon cas, il faut que je dépasse largement les 200 décanewtons. Donc on va vérifier ça ensemble. Avec un clouage total, j'ai 20,3 kN de résistance, et avec un clouage partiel, donc ici clouage partiel, donc je vais chercher le même, ça nous donne une résistance de 11,4. Or, 200 décanewtons, ça fait 2 kN. Donc 2 kN, on est très en dessous des 11,4. Donc on est bien surdimensionné, mais ça, c'est important que ça le soit. Bon bah voilà, on a toutes les infos maintenant. On connaît le nombre et la section des solives, le nombre et la taille des sabots, et le type de clou ou de vis qu'on va devoir utiliser. On va enfin pouvoir passer commande, et puis dès qu'on aura reçu tout ça, on va pouvoir construire notre nouveau solivage. Voilà, j'espère que cet exemple concret vous aura intéressé, et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de partager, de commenter, bref, vous connaissez le truc. Et puis moi je vous dis à la prochaine!